Dimanche 20 juin 2021, bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Dimanche Politique. Le nouveau mandat de Patrice Athanas Guillaume Talon démarre sous le sceau du hautement social, de la poursuite des réformes sociopolitiques et économiques enclenchées au premier mandat et aussi et surtout de la phase 2 du projet d'asphaltage. Mais les attentes de ces différentes réformes n'occulteront pas la crise politique née des récentes joutes électorales. Bien d'autres sujets viendront meubler ce numéro de Dimanche Politique. Il reçoit pour vous un conseiller communal du bloc républicain. Il est chef d'arrondissement dans la commune de Boycon. C'est bien sûr monsieur Arnaud Quincy Avunogba. Bonjour monsieur Avunogba. Bonjour, cher journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur. À l'entame de Dimanche Politique, comme au numéro précédent, nous tentons de connaître davantage notre invité. C'est qui Arnaud Quincy Avunogba? Merci beaucoup. À l'entame de notre émission, je voudrais rendre grâce à Dieu. Celui-là même qui a permis que vous et moi soyons sur ce plateau ce jour, dimanche, et dit toute ma reconnaissance à vous d'ailleurs, qui m'avez fait l'honneur d'être là ce matin. Et Dieu nous a permis de nous réunir et de participer à une dynamique de notre nation, qui depuis peu est en train de nous convaincre, surtout sur les fruits, les retombées de cette dynamique. Et je voudrais dire à Arnaud Quincy Avunogba, un citoyen lambda, qui a également aussi connu certains revers, qui n'a jamais baissé les bras. J'ai fait mes cursus scolaires dans mon arrondissement originaire, lycée Zoum. Ah oui? Ouais, j'ai fait mes premières, une partie de CI dans le quartier lycée Zoum Centre, une partie aussi dans lycée Zoum Rondon, le quartier dont je suis véritablement originaire. Après, j'ai fait une partie à Dassa, j'ai fait jusqu'au collège à Dassa, chez ma tutrice, avant de revenir à Boycon pour faire mon secondaire, pour achever mon secondaire. Mais cela n'a pas été facile. Ah oui. Vous savez, pour des jeunes enfants que nous étions dans les temps, très tôt orphelins de mère, il fallait s'accommoder aux exigences de la nature, ce qui n'a pas été du tout facile. Il fallait subir la vie. Il fallait subir la vie et en tirer bon nombre de leçons. Ce qui nous a permis quand même d'être un homme aujourd'hui. Et vous savez, le tout ne suffit pas d'envoyer un enfant à l'école. C'est suivre cet enfant, le nourrir, le soigner. Quand il vient à la maison, est-ce que tu as appris tes leçons? Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? C'est surtout ça qui envoie l'enfant à l'école. Sinon, l'État a trop tôt de nous créer les écoles. Mais pourquoi il faut y mettre des enseignants, des encadreurs? Donc, arriver à la maison, il faut que l'enfant soit aussi encadré, soit aussi suivi. C'est le plus important. Ah oui. C'est le plus important. Ce qui, moi, je peux vous l'avouer, qui m'a fait perdre au moins 4 années après mon BPC, à rester à la maison, à déambuler, à me chercher, à faire des petits jobs. Et c'est au bout des années que moi-même, je me suis rendu compte qu'il fallait retourner en classe. Et j'ai repris les cours, je crois, en 2003, j'ai repris les bancs pour avoir... Après une trêve. Après une trêve, j'ai déjà abandonné les classes. Je m'adonnais déjà à de petits boulots par-ci, par-là. Après cela, j'ai dit non, il faut que je recommence les cours, que ce n'est pas bien. Et Dieu merci, Dieu m'a orienté en ce moment. Et j'ai commencé les cours. J'ai recommencé la terminale, et pas la terminale de la première. J'ai fait la première et AB, et après j'ai fait la terminale AB, et les 2 ans j'ai eu mon bac. Je n'ai pas, tous mes professeurs me félicitaient dans le temps, parce qu'avoir le temps que j'ai fait à la maison et le temps que j'ai repris les cours, on ne savait pas que je pouvais si vite assimiler les cours, avoir les moyens. Et d'ailleurs, j'avais même commencé en retard. Les autres camarades avaient déjà démarré la première déjà en octobre. Or, moi, je venais fin novembre.
Donc j'avais déjà un retard sur eux. Mais bizarrement, au bout du premier semestre, j'ai eu mes moyennes. Ce qui a étonné plus d'un. Et au second semestre, j'ai encore mieux travaillé, j'ai encore eu mes moyennes. Je passais en terminale, et ce qui, compte tenu des moyens qui tardaient à venir, il n'y avait pas grand soutien. J'ai dû venir chez ma tante à Porto-Novo et à Cotonou du moins, à qui je fais un coucou que je remercie principalement. C'est chez elle que je suis resté, j'ai fait ma terminale à Papa Centre avec un bon nombre de camarades. Et c'est là, un coup, j'ai eu mon bac pour aller à l'université. Arnaud Kinsi à Vundogba, en dehors de votre parcours, je dirais scolaire et académique, comment en êtes-vous arrivé à la politique et avant la politique, que retenir de votre parcours professionnel? Merci beaucoup. Je crois que ça n'a pas été facile pour moi-même. D'ailleurs, arrivé sur le campus, j'ai fait 2 années et les difficultés, même les 100 francs pour prendre le bus pour venir sur le campus comme ce fut le cas. Était très difficile. Pour tout bon étudiant. Ayant déjà 24 ans, j'ai dit, mais ce n'était plus la peine de vouloir me mettre à réfléchir à comment trouver 100 francs pour venir forcément à l'école. Autant me lancer dans la vie en attendant, si Dieu me donne les moyens et que la vie accepte mon histoire, je reviendrai moi-même poursuivre mes études sur autre plan. C'est vrai, c'est ce que j'ai fait rapidement en 2005. Et j'ai commencé par faire des petits jobs par-ci, par-là, au port, avec un cousin. Je travaille, j'allais. Et j'ai eu un peu de moyens dans le temps et j'ai créé ma première société en 2005. J'ai commencé par me chercher fondamentalement. Et c'est là que moi-même, je me suis inscrit dans des universités étrangères, surtout américaines, pour avoir ma licence et mon master en administration des affaires. Et j'étais en année de thèse depuis 2012, ce que je n'ai pas pu terminer. Dieu m'a beaucoup aidé. Je peux avouer que c'est la prise de conscience par moi-même qui a fait que j'ai pu vous avez préféré traverser cela. Vous avez préféré la politique à votre thèse, Non, la politique, au fait, c'est quoi? À un moment donné, j'ai senti la défaillance de nos autorités. C'est-à-dire... Pour faire la transition avec la carrière politique. Non. J'ai dit, il y a quelque chose que l'État, que les acteurs politiques devraient faire et qu'ils ne faisaient pas à l'encontre de leur jeune génération qui était derrière eux. C'est ce vide à un moment donné que j'ai senti qui a commencé par me pousser vers la politique. J'ai dit, en étant politique, on peut changer le cours des choses. C'est ce qui a fait que moi, petit à petit, j'ai commencé par m'intéresser au débat politique. Et je me suis lancé très tôt. Les débats politiques, même en classe, quand on était écolier, élève, je me donnais à cœur joie au débat politique. Je donnais mes opinions sur tout. Je voulais quand même que mes opinions passent. Mais vis-à-vis, j'étais un meneur parmi mes camarades. Quand on devait élire les résultats de classe, même en n'étant pas candidat moi-même, je faisais élire d'autres en lieu et place de moi-même. Et j'étais quand même un élève pas trop intelligent, je dirais, mais j'étais un élève malin. Je savais où passer pour m'en sortir, mes coups et autres. Je crois que la vie m'a beaucoup formé. Arnaud Kinsi à Vundogba, merci de nous avoir permis de comprendre un peu davantage ce que cache votre parcours scolaire, académique et professionnel. Ainsi en êtes-vous arrivé à la politique et depuis quelques mois déjà, vous faites l'expérience, la belle ou mauvaise expérience, c'est à vous de nous dire, de chef d'arrondissement dans la commune de Boycon. Et de cette expérience, que retenez-vous? N'est-ce pas un bon garage pour jeunes, dynamiques et actifs comme vous? Ce n'est pas un garage, je crois que c'est un apprentissage. Vous savez, moi, je me suis engagé fondamentalement en politique à partir de 2016. Et en 2015, on a commencé par préparer la campagne. On était déjà en pré-campagne pour le chef de l'État. J'étais coordonnateur national d'un mouvement qu'on appelle Boulevard 2016. Et on travaillait déjà. On allait à différentes réunions, on faisait quelques meetings, on agissait déjà sur le terrain, on travaillait beaucoup. En Patrice Talon, j'ai cru très tôt. Je voyais en lui le changement.
à venir. C'est-à-dire l'opportunité qui était réservée au peuple béninois c'est-à-dire de laver son honneur, de se donner une nouvelle vision. Et c'est cela qui m'a permis de se lancer très tôt. Et j'ai commencé par accompagner la dynamique du nouveau départ. Nous avons eu à travailler beaucoup. Et dès 2016, j'ai dit, si cet homme, avec son programme d'action, et déjà le 16 décembre 2016, a lancé le PAG, je dis, il faut que mes concitoyens, mes compatriotes, mes parents au village puissent en bénéficier de ce PAG. C'est l'une des raisons fondamentales qui a fait que je suis allé au village. Sinon, j'étais plus actif dans la 15e session électorale et dans la 16e, dans Cotonou. Mais je dis, il faut que j'aille au village pour faire participer à ma communauté à ce changement, à ce vent d'émergence, et surtout le PAG qu'avait initié le chef de l'État. C'est ce qui a fait que je suis allé très tôt, à partir de 2016, j'ai commencé par aller au contact de mes parents au village, leur expliquer mes intentions, je leur ai dit que je serais candidat, pas forcément pour moi-même, mais pour changer le visage du village. Et je crois qu'ils ne se sont pas trompés en me confiant les rênes de l'arrondissement depuis 2020. Ce n'est pas un garage, je crois que ce travail est très passionnant. Et comme l'a fait le chef de l'État à la tête de notre nation... Donc vous vous y plaisez? Je m'y plais beaucoup, M. Freddy. Vous savez, ce qui me donne la joie, c'est quand vous êtes là et que toute une communauté, et quand les gens viennent vers vous et vous posent des problèmes et n'attendent que des solutions, vous savez, parfois cela me donne la chair de poule. L'on n'espère qu'en vous. Vous êtes devenu leur solution. Vous êtes obligé de mieux faire, de vous battre. C'est comme si un enfant a faim vient vers vous et vous lui dites que vous-même vous avez faim. Là où je suis, je ne suis plus en mesure de dire à cet enfant que moi-même j'ai faim, que je n'ai pas mangé. En étant faim, je dois l'aider à trouver à manger. Et quand vous êtes dans cette posture, dans cette position aujourd'hui, vous ne pouvez que comprendre votre nécessité au sein de votre communauté. Et Dieu merci que le chef de l'État soit élu, parce que la dynamique politique a changé. Les données ont changé. Vous êtes obligé d'être utile à votre communauté, de travailler pour le bon nombre de votre communauté. C'est ce que nous attendons de faire. Et j'ai la chance de participer à un conseil communal dynamique dont le leadership du maire n'est plus à démontrer. En étant ex-directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national de notre parti politique, je crois que nous avons les ressources qu'il faut. Un conseil communal à forte dominante BR. Naturellement, ce qui prouve d'ailleurs la soif des communautés de Boycon à une nouvelle dynamique, à une nouvelle donne politique et à une soif de développement communautaire. C'est un peu cela notre leitmotiv, c'est cela que nous avons pris la chose, nous avons compris la chose. C'est pas pour faire un affront au cadre BR de Boycon, mais cette soif ne serait jamais concrétisée si notre cher Atropo ne s'était pas décidé à quitter la commune de Boycon. Non, vous savez, je crois que Atropo, le maire président Atropo a beaucoup fait pour la communauté de Boycon. Nul ne saurait dire le contraire. Mais si les communautés sont venus dans une large majorité, de nous accorder leur suffrage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manquait à la dynamique du président maire Atropo, que la communauté cherche à travers nous aujourd'hui, que nous essayons de leur donner. Vous savez, j'étais avec certains responsables de projet pour la ville de Boycon la dernière fois, sur le plan, par exemple, de lotissement de la ville de Boycon. Je crois que l'ancien conseil communal a fait beaucoup dans ce sens. C'est le lieu de la féliciter. Ils en ont fait un gage, c'est-à-dire aujourd'hui, pour des programmes que nous allons amener, nous n'avons pas à beaucoup souffrir sur ce plan. Vous voyez, donc on ne dira pas que l'ancien maire n'a rien fait totalement, non. Mais il y a quelque chose qui manquait. C'est déjà fait preuve d'honnêteté intellectuelle. C'est rare en politique de reconnaître à son prédécesseur. Qui a été fait et qu'aujourd'hui les populations en veulent davantage. Vous savez, à un moment donné, je crois que l'ancien conseil communal dirigé par M. Atropo était atteint aussi par l'usure du pouvoir.
reconnaissons-le. Et les populations ont voulu un changement, non seulement à la tête du conseil, mais aussi de la manière qu'on pouvait gérer la cité Boycon. Oui, c'est à cela que nous sommes. Cet exercice auquel ça donne aujourd'hui Maître Rufino d'Almeida n'est pas chose facile. Mais j'avoue que l'homme se dote de toute son intelligence managériale et sociale et de gestion des ressources humaines pour quand même y parvenir. Vous rentrez aujourd'hui dans Boycon, mais la population aujourd'hui frotte les mains. Rassurez-vous, je vais négocier au service commercial une séance de reddition de compte pour la commune d'Abomey, pour la commune de Boycon. Mais n'oubliez pas que notre maire a été élu en 2020, le meilleur maire de notre pays. Alors, qu'il rempile, qu'il réitère encore cet exploit cette année 2021. Arnaud Kinsi à Voulougba, vous appréciez l'expérience d'être chef, votre expérience de chef d'arrondissement. Mais quelles leçons tirez-vous à cette étape? Vous savez, la décentralisation était venue à point nommé, où nos populations même voulaient participer quand même à sa propre gestion, comprendre. Parce que l'orientation nationale ne rimait pas forcément avec l'orientation locale. C'est aujourd'hui qu'avec l'avènement de Patrice Talon que nous voyons qu'il y a une synergie entre le développement local et le développement central. Néanmoins, les acteurs locaux que nous sommes devons faire montre de notre détermination managériale à aller à la conquête du développement de nos contrées. Boycon, dans son ensemble, surtout mon arrondissement, moi je suis dans un arrondissement périphérique qui a besoin de tout. Aujourd'hui, nous essayons de faire le minimum avec le conseil communal et avec le pouvoir central pour que les programmes, surtout du PAG, puissent parvenir à nos concitoyens. Ce qui est chose faite aujourd'hui. Vous rentrez dans nos villes et contrées à Boycon, vous allez voir que l'eau, l'électricité est en voie d'être une denrée totalement acquise. Au loin de cela, le conseil communal dirigé par Maître Rufino d'Almeida a quand même mis en place une gestion dans un ensemble de tous les conseillers communaux, que ce soit du BIR, que ce soit de l'UP, parce que n'oublions pas que nous sommes dans une coalition gouvernementale et nous ne saurions faire aujourd'hui la part des conseillers communaux de Boycon. Non. Tout ce que nous faisons, c'est pour le bien de Boycon. Arnaud Kinsi à Voulougba, tout semble avoir très bien démarré au conseil communal de Boycon. On attend la fin de mandat pour faire le point, pour confronter vos réalisations, pour confronter votre mandat au mandat précédent, puisque vous savez que c'est un fin manager que vous êtes venu remplacer, eh bien la comparaison sera aisée à faire. Et on verra qui a fait mieux, quel conseil communal a fait mieux pour Boycon et pour le bonheur des fils et des filles de Boycon. Alors, on évolue dans notre émission Dimanche politique. Arnaud Kinsi à Voulougba, le chef de l'État l'a dit au cours de son investiture, ce deuxième mandat sera, je le disais tantôt en introduction, sera sous le sceau du hautement social. Comment l'appréhender? S'il a ajouté le hautement social, c'est qu'en temps, il y avait du social. Vous savez, le social au Bénin... Vous le pensez vraiment ou vous le dites en tant que politique? Non, j'en viens. Quand vous parlez de... Entre-temps, il y avait du social. Vous parlez du premier mandat? Non, le premier mandat, il y a du social. Plus renforcé que... presque social. Plus renforcé même, je dirais. Non. Plus que les précédents gouvernements. Ah oui? Ah oui. Vous savez, dans notre pays, le social a été dénaturé. Pour le social que nous avons, moi-même qui suis devant vous, qu'on m'a fait connaître, c'est la distribution des billets de banque. Pas seulement. C'est l'assistanat dans les funérariums. C'est l'assistanat des hommes politiques dans les cérémonies de première communion de nos enfants, de nous-mêmes, de nos parents, de sortie d'enfants. C'est ça qui était l'assistanat social reconnu de nous tous. L'autre social que nous avons connu, c'est l'injustice sociale. Aujourd'hui, quand il y a l'injustice sociale dans un pays, et que même vous permettez à certains de gagner de l'argent et d'en distribuer autant de leur propre poche, vous croyez que ce peuple est en train de profiter d'un social? Puisque l'on volait du grand nombre pour en distribuer au petit nombre,
qui était en ce moment médiatisé, visible. C'est ça qui était le social connu de nous tous. Et quand on avait un décès, qu'on avait mais paradoxalement, le peuple semblait bien vivre. On attendait. Non, je vais vous dire quelque chose. Je reconnais une chose. Tout le monde était opérateur économique. Tout le monde était businessman. Il y avait le favoritisme à outrance. Et tout le monde trouvait à faire. Tout le monde s'en sortait. Je vais vous dire quelque chose. Et la fin se lisait moins sur les visages et dans les marchés. Dans le même temps, on manquait des infrastructures communautaires de base. On manquait de ça partout. Au moment où nous gagnons, nous étions en train de beaucoup gagner de l'argent. Pourquoi on n'avait pas de l'eau dans nos foyers? Pourquoi on n'avait pas d'électricité? Pourquoi il y avait tant de grèves dans nos hôpitaux et dans nos écoles? Pourquoi nos écoliers étaient obligés de rester à la maison parce qu'ils n'avaient pas à manger? C'est de ça il s'agit. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je remercie le chef de l'État, le gouvernement. J'ai eu goudron dans mon village. Ce que je n'espérais pas de mon vivant. C'est trop dit. Je vous le dis. Pourquoi la voie Boycon passant mon arrondissement pour la Didja a été lancée par un régime 5 fois. 5 fois, un régime est venu lancer cette voie 5 fois, sans pour démarrer. Le gouvernement actuel, le chef de l'État n'est pas descendu sur le terrain pour lancer ce chantier. Parce que c'était déjà lancé. Mais oui, 5 fois. Mais il n'est pas venu seule fois, mais la voie est presque achevée. J'ai de l'eau avec haut débit dans mon village, dans mon arrondissement. Je bénéficie actuellement d'un projet d'extension d'électricité. Est-ce le cas dans tous les arrondissements? Tout à fait. C'est ça l'autre question. Si. Vous n'avez pas vu le ministre de l'énergie dans nos contrées avec le DG ABEM a fait l'électrification rurale, leur credo. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les individus ont profité, mais nos communautés n'en ont pas bénéficié. Tous les régimes précédents ont fait du développement personnel humain leur credo. Aujourd'hui, le chef de l'État fait du développement communautaire son credo. Entre les deux, lequel allons-nous choisir? Le développement communautaire. Puisqu'aujourd'hui, ce sont nos communautés qui en bénéficient, pas les individus. Si moi, en tant qu'acteur politique, soutien du régime actuel, je crois pouvoir m'en sortir au-delà de mes activités professionnelles, mais ce serait de l'heure, je me trompe. Mais avant, les gens saucissonnaient les marchés, on savait la méthode. Mais l'État ne recouvrait pas ses impôts. Mais le suivi de ces entreprises, mais aussitôt créer les entreprises, aussitôt ces entreprises mouraient dans le temps. Un seul individu avait près de 5-10 établissements. Parce qu'il devait des taxes, il devait des impôts. Donc, il est obligé d'abandonner ça et d'en créer un autre. Puisqu'il a des parents, des proches, des amis dans l'administration, avec la nouvelle structure, non, mais c'est permis par les cadres juridiques. Après avoir déclaré la faillite, on peut se permettre de créer une autre entreprise. Le même nom qui vient à chaque fois créer d'entreprises, d'établissements, que vous voyez, et vous savez qu'il est détenteur de plusieurs entreprises. Vous pouvez l'interpeller pour dire, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Ce que vous avez gagné sur telle entreprise, venez régulariser tout au moins. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, l'on ne s'y sonne plus. À part, il y a des marchés qui doivent être de petits marchés, les marchés moyens et des gros marchés. Mais l'État, en confiant les gros marchés à des firmes plus importantes, est sûr de recouvrer ses dû auprès de ces entreprises. C'est pour ça que nos perspectives en matière d'imposition, en matière de recettes fiscales, est au-delà de nos attentes. L'État est sûr de recouvrer ses sous. Et l'État en recouvre à suffisance. Mais ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une dynamique, la mobilisation intérieure est plus forte qu'avant.
Mais reste, mais le seul conseil que je peux donner aux petites et moyennes entreprises, c'est pourquoi ne pas se mettre ensemble pour pouvoir gagner les marchés. Pourquoi ne pas se mettre ensemble pour aller faire les sous-traitances, par exemple. Mais on connaît des marchés, des gros marchés dans ce pays où les gens n'ont même pas démarré, ont déjà des avances, mais qui sont en difficulté et qui ont disparu depuis des années. On ne les interpelle pas. Des chantiers non achevés, des marchés où le taux physique d'exécution est à moins de 50%, où le taux de décaissement est à plus de 100%, voire 120, 150%. À ceux-là, qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'ils ont géré. Mais vous ne pouvez pas être confronté à toutes ces expériences, à tout ça, et commettre les mêmes erreurs que vos prédécesseurs. C'est quand même intelligent ce qu'a fait le chef de l'État. Oui. Puisque si vous regardez, la dette intérieure était trop forte à un moment donné. Et dans cette dette intérieure, les chantiers n'ont jamais été achevés. Et vous voulez que l'on continue dans le même sens? Les gens peuvent faire des groupements d'entreprises. Ils peuvent faire des associations, des coopératives. Ils peuvent aller faire des sous-traitances. C'est mieux aujourd'hui. Mais quand on veut forcément aussi aller gagner les gros marchés, en n'ayant pas les capacités financières et attendre et les avances et disparaître, vous voulez qu'on continue? Arnaud Kessia Voulouba, de cette beauté qui se dégage, de la féerie et de la réussite déclinée par votre exposé des différentes réformes du chef de l'État Patrice Talon, se cache une autre réalité. C'est que la jeunesse reste encore plus ou moins inactive. Cette jeunesse qui, à l'entame du régime précédent, à l'entame du premier mandat, une bonne partie s'est vue arracher le premier emploi. Je ne vous apprends rien, à travers la fermeture de différentes structures d'État, à travers l'invalidation de ce concours qui voyait déjà presque plusieurs jeunes APE qui étaient déjà en stage. Vous l'avez peut-être pas su. Donc, des parents qui ont déjà célébré le premier emploi de leur enfant, mais qui, à ce jour, se retrouvent encore à écrire des demandes d'emploi, à se confondre en stage par-ci, par-là. C'est dit qu'il reste à faire, au-delà de toute la féerie que vous venez de décliner tout à l'heure. Non, monsieur Frédéric, si vous parlez des concours polémiques, c'est pas bien. Vous savez, à l'entame, j'ai dit, il y avait l'injustice sociale qui régnait dans le pays à l'avènement du chef de l'État en 2016. Oui, j'en parle parce que le chef de l'État vous et moi n'avions pas les mêmes chances. Que ce mandat sera hautement social. Vous et moi n'avions pas les mêmes chances que ceux-là qui étaient allés à ce concours et réussi. Vous allez me dire que vous, même si c'était votre métier, ce que vous aimez faire, vous n'allez pas me dire que durant votre parcours, ce temps que vous avez fait ici, que vous allez vouloir demeurer tel, que vous ne vouliez pas un changement dans votre vie, soit familiale ou dans votre vie professionnelle. Vous allez espérer mieux. Mais croyez-vous que cette injustice sociale que notre nation a connue durant près de 2 décennies, avouons-le, tous les gouvernements qui sont passés ont fait de l'administration publique, mais la corruption. Mais on a connu des gens qui sont allés en stage, qui finalement se sont vus signer des contrats. On a vu des reversements dont l'État n'était pas en mesure d'assurer les conséquences financières dans ce pays. Les concours à polémique dont vous parlez, que je ne voudrais pas indester une communauté donnée, ou des gens de cette communauté étaient plus, c'est-à-dire plus admis que toutes les autres communautés. Mais s'ils ont travaillé, je suis d'accord que vous le dites aisément, cher Freddy. Mais c'est les syndicats même qui ont demandé l'annulation de ce concours, même avant l'avènement du chef de l'État. Et il en a fait la promesse. Pour ne pas pousser plus loin, vous savez, l'injustice sociale... Cette polémique, vous ne direz pas que parmi, au nombre de ces, je dirais, récipiendaires, au nombre de ces jeunes qui sont admis à ce concours, qu'ils sont
tous impliqués dans cette fraude. Je ne le dirai pas expressement. Il y a des cas de victimes. Je ne le dirai pas expressement. Il y en a qui ont bien appris, qui ont réussi comme tout candidat normal. Alors, ce que je dis est très simple. Mais pourquoi leur faire subir alors ce cas Parce que le quand grand nombre jusqu'ici est à la maison. Quand le grand nombre parmi eux sont des fraudeurs, vous voulez qu'on aille chercher quoi? Qui appelez-vous fraudeur, même si ça n'est pas le débat? Quand le grand nombre... ce que je dis, c'est pertinent. C'est-à-dire, la polémique s'est enflée même au cours du régime défunt. Je ne dirais pas que tous sont fraudés. Mais il s'avère que parmi eux, le plus grand nombre a fraudé. A bénéficié des faveurs des hommes qui étaient en charge de ces concours. Pas pour dire que le régime... Et puisqu'il sera question maintenant du social à Nokensi Yavoudouba, ça n'est pas le seul cas qu'il faille, dont il faut se rappeler. Il y a le cas de ces hauts cadres de l'armée béninoise radiés. Vous vous rappelez ces nombreux commissaires de police dont faisait partie même notre cher Koudouzouchan, qui est de notre promotion du campus. Il y a... Vous savez, M. Freddy, vous et moi... Sans évoquer les autres... Vous et moi pouvions être à la place de ces commissaires, mais pourquoi nous ne sommes pas des commis de l'État en ce moment, ou à ces fonctions. Mais quand vous accédez... Oui, on se rappelle ces cas parce qu'il est question maintenant du social. Mais quand vous accédez à certaines fonctions de l'État, quand vous devenez un commis de l'État, vous devenez un commis du peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un gardien. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison. Mais ce qui est dans la maison ne vous appartient pas. Vous devez surveiller et veiller là-dessus. Mais quand vous-même, vous commencez par en soutirer un peu, à l'insu du propriétaire, du vrai propriétaire, croyez-vous que ce propriétaire va vous laisser tranquille? Mais attends, quand les fautes sont avérées, et que ces fautes ont déjà été prévues et sanctionnées par les tests régissant leurs différents corps, vous voulez que le pouvoir, le détenteur de pouvoir national, ferme les yeux là-dessus? Non. Vous savez, notre nation, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, a connu une certaine impunité qui est devenue légendaire et devenue coutume. Et si rien n'est fait, les générations avec notre génération risqueraient de prendre exemple sur ça pour évoluer. Mais ce n'est pas bien. Mais si l'État, à un moment donné, a voulu prendre ses responsabilités, le pouvoir, le détenteur du pouvoir, le détenteur de tout pouvoir public doit faire preuve d'abnégation, doit faire preuve d'honnêteté et doit faire preuve surtout d'un sérieux minimum dans sa gestion. Oui, mais vous savez que le père de famille qui éduque doit savoir concilier aussi le bâton et la carotte. Non, je vous apprends rien. Quand vous avez pris trop de temps à laisser cette largesse évoluer, à être présé, à être célébré, et même à devenir un culte, à un moment donné, vous devez taper du poing sur la table pour dire arrêtez-moi ça, videz-moi la maison. De la rigueur sous la rupture, ce n'est plus à démontrer aux premières heures du premier mandat du chef de l'État Patrice Talon. Arnaud Kinsi Yavoudouba, nous enclenchons ainsi avec la rubrique suivante, le climat social qui prévaut actuellement au Bénin. Aux premières heures du premier mandat de Patrice Talon, on a vu certains cadres importants du pays perdre leur liberté. Je veux parler entre autres de Laurent Mentoyon. Et maintenant, encore, je dirais presque à la fin du premier mandat, le professeur Joël Aïvo, un peu plus tôt, Rekia Madougou, pour ne citer que ces quelques rares. Il y a bien d'autres. Alors, est-ce que tout cela est de nature à, je dirais, attendre ou à dissiper quelque peu la crise, le calme tendu qui prévaut actuellement au pays? Je vous remercie. Je crois qu'il y a une nuance que vous devez faire dans les cas précités. Pour n'en citer que ceux-là. Les problèmes avec la justice, vous et moi ne sommes pas habilités à nous prononcer là-dessus. Vous êtes d'accord? Surtout pour des affaires pendant devant les tribunaux, il faut faire beaucoup de retenue. Pour ce qui est du climat social dont vous évoquez tantôt, ce climat social ne peut qu'être effectif que dans l'instauration de l'équilibre social. Chacun de nous doit rester dans son couloir et faire ce qu'il lui revient de faire.
quand vous êtes un acteur politique, cela ne vous soustrait pas des exigences du bon comportement, des bonnes mœurs, ou de vos travers qui pourraient vous compromettre devant les tribunaux. Vous devez y répondre, à coup sûr. Vous savez, je salue la fermeté du chef de l'État, qui veut aller jusqu'au bout et ne laisser que nos travers d'hier, qui nous ont fait empiéter dans le sous-développement, puissent encore ressurgir demain. Et ce qui fait qu'à école, dans notre école, je l'ai dit tantôt, c'est l'impunité. C'est-à-dire les hommes étaient devenus trop forts pour ce pays. Et tout le monde se croyait... Laurent Mentoyon aussi? Vous savez, il a été président du conseil d'administration au niveau de CNSS. Ce qu'il a compromis. Pourquoi vous et moi ne sommes pas là-bas? Dites-moi. Pourquoi c'est lui? On ne dira pas la loi à la place de ceux qui en sont les spécialistes. Mais on se rappelle encore ce dossier d'une bouteille de champagne qui... Non, vous savez, je salue les hommes de la justice béninoise qui sont intègres. Il y a eu vous savez, il y a l'ancien procureur de Kandi, après, et son deuxième substitut, après 1 an de détention, viennent d'être libérés par la criette. Si ce que l'on vous reproche... Mais Laurent en a compté plus d'un. Non, attendez, Laurent, ça me dit que... Je viens de donner un exemple d'un juge, d'un magistrat de haut rang. La faute de Laurent Mentoyon est-elle si grave? C'est pas à vous d'y répondre, c'est vrai. Attendez, mais je me dis, le chef de l'État, au détour d'un appel solennel à la nation, nous devons changer de paradigme dans la gestion de la chose publique, cher Freddy. Nous devons montrer notre capacité à endiguer avec la corruption, la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance. C'est pour ça nous devons faire du credo, le second mandat du chef de l'État, la bonne gouvernance. L'impunité n'a plus de raison d'être dans la cité. C'est ce qui a fait que vous et moi n'avons pas très tôt ou n'avons pas encore atteint notre vision, nos objectifs. Parce que l'État ne nous accordait pas les mêmes chances. Les chances que l'État accorde aujourd'hui à tout le monde, cette chance n'existait pas il y a 6 ans, il y a 7 ans. Non. Il fallait connaître un membre influent du régime, être dans le secret du régime pour bénéficier des retombées de la nation. C'est-à-dire c'est la minorité qui s'accaparait du peuple pour nous faire écarter nos grands nombres. C'est ce que nous avons connu jusque-là. Si aujourd'hui, voyez-vous... Mais le grand nombre aujourd'hui bénéficie-t-il pour autant? Le grand nombre que nous constituons, vous et moi. Je vais vous dire quelque chose. En quoi bénéficions-nous? Peut-être. Aujourd'hui, on crie, il n'y a pas liberté, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas si... Mais pourquoi les institutions internationales, les institutions de Bretton Woods, les FMI, la Banque mondiale, les clubs de Paris et autres, ou les clubs financiers nous font confiance aussi tant? Pourquoi, du coup, la crédibilité de l'État béninois s'est renforcée sur le plan international? La logique financière n'est pas, à confondre avec la logique de liberté. Sans un minimum de stabilité politique ou de crédibilité politique, aucune institution internationale ne vous fera confiance et n'accepterait de vous remettre ses fonds. Mais quand vous êtes à l'Est, vous savez, quand vous êtes muni de tous vos sens, vous comprendriez ce que fait aujourd'hui le régime du président Patrice Talon. Le chef de l'État, Patrice Talon, corrige des tares. Mais on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Oui. Mais notre justice, nos magistrats sont indépendants. Vous savez, ce corps, moi je les appelle les privilégiés de la République. Mais ils font un travail, c'est-à-dire la manière dont ils font le travail judiciaire. Si cela était compromis, je vous assure qu'aucune institution financière, que ce soit l'FMI, la Banque mondiale, ou même autre institution, n'allait nous accorder de... Regardez comment notre État a quitté les pays, c'est-à-dire à économie plus pauvre, à une économie intermédiaire, rapidement, en moins de 5 ans. Malgré que l'on a décrié l'organisation des élections en 2019, et on a décrié les élections de 2020, ils ont décrié les élections de 2021 à l'intérieur. Les tests en vigueur, c'est ça qu'il faille regarder, chers journalistes.
au moment où ces élections s'organisaient, quel était l'état des tests? Que disaient ces tests? Mais la démocratie, c'est quoi? Dites-moi. Si ce n'est le fonctionnement régulier de nos institutions, l'organisation à bonne date selon les tests, les différentes élections. Mais pas l'élaboration des tests sur mesure. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Pas le cloisonnement de certaines instances. Ce qui est marrant, vous savez, les tests qui nous ont permis d'organiser les élections de 2019 ont été votés à l'unanimité des députés de la certaine législature. Une certaine sensibilité. Non, non, non. Monotone. Non. On ne fera pas le débat. Non. Vous savez Je de vous quoi dis il la est vérité. question. Vous voyez? Donc aujourd'hui, nos institutions sont en place. Nous avons su organiser les élections à bonne date, selon les tests en vigueur. Nul ne dira le contraire, à part ceux qui veulent voir des poux sur des crânes rasés. Sinon, nos institutions sont en place. Vous allez me dire, la Sénat qui vient d'achever les différentes élections jusqu'en 2021, les institutions sont en place installé avant l'avènement du chef de l'État. Les institutions sont en place. Et je partage la séparation des instances de l'État, des institutions. Mais que valent-elles ces institutions aujourd'hui? Que valent-elles depuis 2016? Que peuvent-elles réellement? C'est là la question, Arnaud Kessia. Vous savez, je voudrais même accorder un crédit en temps, cela mijote dans ma tête d'accorder un bénéfice de doute à ce que racontent ces opposants radicaux. C'est jusqu'au boutisme a détruit le peuple qui nous réunit encore. Vous parlez des exclus? Je parle des élections. Je parle des radicaux, les manifestants à main avec mouchoir blanc, soi-disant, mais à fusil. Vous et moi, quand vous regardez, moi je dis quand je prends un certain président Tiando, président de la Sénat, je ne vois pas celui-là rentrer dans certaines compromission au soir de sa vie pour se laisser distraire par une quelconque manipulation à accompagner tout ce qui a été fait. Vous voulez me convier à un procès d'intention que je me refuse de faire. Vous savez pourquoi je l'ai dit? Non, vous et moi, vous êtes citoyens béninois. Vous pouvez apprécier vous-même. Je suis d'accord que vous vouliez dire, vous sortez ici les mauvaises intentions qui sous-tendent l'organisation de les élections par le gouvernement. Je vous l'accorde peut-être. Mais quand vous prenez une institution comme la Sénat, qui était en charge, qui était le bras organisationnel de ces élections, ce n'était pas le gouvernement qui organisait. Croyez-vous que le président la Sénat pouvait se laisser distraire? Qui a fait un travail formidable, mais qui n'est pas blanc comme la neige, vous le savez. Non. Cette même Sénat qui a reconnu pour d'autres listes des fautes mineures. Les hommes qui étaient en charge de la Sénat jusqu'à cette heure où nous parlons, vous et moi, je crois qu'on doit leur adresser cette satisfaction générale. On doit les décorer. Même si tout n'est pas rose. Parce que ces hommes et femmes si cette Sénat à la fin de son mandat, même si cette Sénat à la fin de son mandat a recommandé dans son rapport final le toilettage de ces tests à polémique, de ces tests qui compromettent maintenant le climat social. Non, je vais vous dire que non, ce n'est pas. Vous savez, la Sénat, après 7 années d'exercice, est à même de proférer des conseils au gouvernement, quitte à améliorer l'institution. Pas pour remettre en cause ce que cette institution a eu à faire. Attention. Non, la Sénat n'a jamais élaboré des lois. Non, mais ces lois, à un moment donné... La Sénat applique. Mais la Sénat ne peut qu'appliquer ces lois. Mais attention, mais ces hommes ont aussi leurs opinions sur la loi. Attention. Arnaud Kessia Foudogba, mais attendez. Ce numéro de Dimanche Politique, ça va finir. Non, on n'a pas tout dit encore. Si ces hommes et femmes n'étaient pas des vrais patriotes, beaucoup de choses pouvaient se passer. Vous savez, ce qui s'est passé en 2021, vous êtes sûr, par les opposants radicaux, des gens qui ont débarqué à Cotonou avec des valises de billets de banque. Vous en savez quelque chose? N'ont pas tenté quelque chose à leur encontre. Vous en avez les preuves. Croyez-vous que les gens n'ont pas tenté des choses à leur encontre? Pour les faire dévier sur leur voie patriotique? Attention.
ces hommes sont des hommes et des femmes de valeur. Je vous rappelle que votre formation politique, le bloc républicain, a l'ascension facile. J'espère que vous portez bien et vous pesez bien le choix des mots que vous... que vous sortez à nos questions à Vunogba. Vous savez que votre secrétaire général national, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, en a sanctionné plus d'un et il n'hésite même pas à sanctionner des ministres, ses homologues ministres. Donc, je vous demande vous savez, de savoir faire le choix de vos mots et de vos concepts. On poursuit Arnaud Kessi à Vunogba. Et avant de finir, je vous invite à faire une petite lecture de cette presque crise qui secoue actuellement le parti Moël Bénin. Non, je crois que, comme d'autres bons nombres de formations politiques, Moël Bénin traverse une crise. Cela n'est pas du tout quelque chose aussi extraordinaire. Moi-même, mon parti, à un moment donné, à traverser des crises où des hommes et des femmes, vous venez de dire, ont été sanctionnés. Est-ce que vous avez des crises ou vous avez une guerre de leadership? Non, c'est des crises. Prenons ça ainsi. D'accord? Donc, ce qui arrive, c'est quand même là où il n'y a pas des hommes et des femmes mouvants que cela n'arrive pas. Hein? Donc, je crois que, j'espère bien que cette crise sera derrière Moël Bénin, puisque c'est quand même une formation politique qui participe présentement à la coalition gouvernementale. Et j'espère, j'ose croire, c'est un partenaire politique. À vous. Donc j'ose croire que d'ici peu, cette crise sera terminée et que Moël Bénin pourra affûter ses armes pour les échéances futures, pour sa vitalité en elle-même, et aussi à se préparer pour gagner, pourquoi pas, d'autres échéances électorales, puisque cette formation politique, à travers cette coalition, vient de gagner une élection présidentielle. Donc, qu'ils laissent ces crises derrière eux et que dans les jours à venir, se consacrent au plus essentiel pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour attiser davantage cette polémique ou cette crise au sein de Moël Bénin. Non, c'est la nomination des récents préfets, hein, des nouveaux préfets qui secouent quelque peu les bases de cette formation politique. Je me demande quel a été le cas au BR. Non, vous savez, au BR, nous avons... D'ailleurs, je peux vous dire... C'est le parti le plus dynamique. Encore qu'OBS, ce n'est pas la grande démocratie. Non, c'est la plus grande démocratie. Prenez toutes les formations politiques de la mouvance présidentielle. C'est le parti politique, c'est la formation politique. Non, vous êtes sanctionné quand vous dérapez. On est vite suspendu. Non. Quand vous dérapez, quand vous ne respectez pas les textes du parti, quand vous n'accompagnez pas les décisions du parti ou la vision du parti. Attention. Est-ce vraiment le cas? C'est le cas. Pourquoi moi, je n'ai pas été sanctionné? Pourquoi je n'ai pas été blâmé? Au contraire, le SIGN, quand il était venu à Boycon, m'a félicité devant un parterre de tous les cadres du parti. C'est rare. C'est rare, mais il a fait. Ça veut dire quoi? En la jeunesse, il espère. Vous allez voir que c'est notre formation politique qui a plus donné la chance aux femmes de s'organiser et aux jeunes de s'organiser. Tout au long de ces élections présidentielles passées, vous allez voir que l'organisation des femmes du Parti Blanc républicain a fait ses activités et que l'organisation des jeunes du Parti Blanc républicain aussi en a fait énorme à travers le pays, sur tout le territoire national. Nous avons organisé des activités pour le compte du duo Talon-Talata, notre duo candidat. Arnaud Kessi, c'est le parti le plus vivable. Le chef de file de l'opposition est connu, en la personne de Paul Rompé du parti FCBE. On le croyait quelque peu inactif des semaines après sa nomination, mais on l'a constaté la semaine écoulée que voilà qu'il travaille. Il a enclenché une tournée pour rencontrer certains responsables de certaines instances du pays. Il était à la HAC, on l'a vu, vous l'avez suivi sur certaines chaînes, et il a rencontré beaucoup d'autres personnalités politiques et autres. Alors, que dit de ce premier mouvement, de ce premier acte? Je crois que je ne peux que féliciter le secrétaire exécutif de FCBE, M. Paul Rompé, qui, trop tôt, certains camarades à lui l'ont pris en partie pour le traiter de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure,
mais qui aujourd'hui démontre sa capacité à rassembler toute une famille dispersée. Je crois que nous pouvons lui accorder un crédit. Vous savez, tant que vous êtes dans la vision républicaine, tant que vous vous adossez sur les règles de base de la République, l'on ne peut que vous accompagner. Cette nomination, ce choix en tant que chef de file de l'opposition rime avec les lois qui ont été votées par que la République s'est donnée. Et nous ne pouvons que respecter et encourager cette démarche. Voyez-vous, à un moment donné, le parti FCBE s'est démarqué des badauds. Et aujourd'hui, est devenue une formation politique de taille. Aussi, se regarder leur score lors des élections passées. Quand même, ils ont eu à faire un bon score, je dirais. Je vous concède malgré les divergences. Je vous concède le choix de vos malgré les pièges jetés à cette formation politique par leurs propres camarades. Voyez-vous comment ce parti a pu choisir son duo candidat, a pu s'organiser pour aller aux élections, a pu aller à la rencontre de leur base, a pu s'en sortir avec ce score. Il faut plutôt les féliciter. Ça veut dire quoi? La République ne rejette personne. Tant que vous êtes dans la ligne droite de cette République. Et derrière cette orchestration, est-ce que tout ne semble pas trop beau pour être vrai, ce que vous venez de décliner? Il n'y a aucune orchestration si ce n'est que le respect strict des lois de la République. Je crois que c'est un peu ça. Arnaud Kinssi Avounoba, c'est complètement terminé, mais nous n'allons quand même pas vous libérer sans vous demander quelles sont vos attentes de ce nouveau mandat de Patrice Athanas Guillaume Talon. Et je vous remercie. Je crois que nos communautés et nous-mêmes, qui sommes des acteurs locaux, n'espérons que le développement tant prôné par le chef de l'État. D'ailleurs, il a déjà pris la bonne piste et tous les programmes ont touché toutes nos contrées. Nous sommes en attente de voir encore de nouvelles infrastructures dans nos communes, dans nos arrondissements, dans nos quartiers. Je voudrais profiter pour remercier tout en rang présidentiel, remercier le conseil communal de Boycon et vous-même, le chef de l'État, le secrétaire général de notre parti, le ministre d'État, son Excellence, le haut camarade Abdoulaye Biotchane, qui nous fait l'honneur, surtout à la jeunesse du parti, de donner son mot et d'être quand même au sein de l'appareil du parti. Je voudrais également convier à nos concitoyens d'être sereins, que le bout du tunnel est proche, que ce pays ne finira pas ce quinquennat, ce second quinquennat du chef de l'État, sans atteindre l'émergence. Ah oui? Oui. Avec Patrice Talon, le Bénin ira encore très loin. Vous débordez d'optimisme, Arnaud Kinssi Avounoba. Merci. Pour quelqu'un qui a toujours fait ce qu'il a dit, nous ne pouvons qu'être sûrs et l'accompagner davantage. Ah oui, c'est un politique qui croit à l'autre politique, c'est plus facile quand c'est du même giron. Merci pour votre disponibilité, merci pour les explications au cours de ce numéro de Dimanche Politique. Arnaud Kinssi Avounoba, je rappelle que vous êtes conseiller communal du Parti Bloc Républicain, vous êtes chef d'arrondissement de Lissé-Gazon. Lissé-Zon à Boycon. Merci d'avoir fait le déplacement pour nous aider à mieux apprécier l'actualité sociopolitique et économique au Bénin. C'était Dimanche Politique. Bonne journée.